De mystérieux crânes. Son ADN ne correspond à rien d'humain. D'étranges malformations. Ce pourrait être une forme de vie humanoïde de type reptilienne. Et des monstres terrifiants. Les Apaches parlaient d'une figure démoniaque qui vous pétrifiait de son regard. Dans de nombreuses mythologies du globe se trouvent des descriptions de dieux ressemblant étrangement aux humains. Nos ancêtres auraient-ils rencontré ces êtres dans notre monde? Quel est notre lien avec eux? Ce sont les ossements des professeurs qui ont visité l'humanité dans un passé lointain. Ça pourrait être un gène extraterrestre qui refait surface. Des millions de gens du monde entier sont convaincus que les extraterrestres sont descendus sur Terre. Et si c'était vrai? Des extraterrestres ont-ils modelé notre histoire? Si tel est le cas, l'homme n'est-il qu'un maillon dans l'évolution extraterrestre? Voici le crâne de Paracas, numéro 44. Découvert en 2012, il pèse 1 kg 200 g, soit 25% plus lourd que le poids moyen d'un crâne d'homme adulte. Sa capacité crânienne est de 1500 cm3, soit 20% de plus que la normale. Il lui manque la suture sagittale, qui est la jointure longitudinale reliant les os pariétaux, présente sur tous les crânes humains. Ce crâne n'est qu'un parmi les centaines de crânes allongés découverts sur la côte sud péruvienne depuis 1927. C'est cette année-là que l'archéologue Julio Tello déterre un gigantesque complexe funéraire censé avoir été construit par les Paracas, une tribu qui a vécu dans la région entre 800 et 100 avant Jésus-Christ. Julio Tello est le père de l'archéologie péruvienne. Et dans les années 20, il découvre des groupements de momies. Et dans chacun de ces groupements se trouvait un squelette au crâne allongé. Il les a découverts dans des mausolées familiaux, parfois enfouis à 9 mètres dans la pierre. Les archéologues pensent que ces allongements de boîtes crâniennes résultent de la pratique culturelle de déformation du crâne, consistant à coiffer les nourrissons d'un bandeau serré pendant que leur crâne est encore souple, afin d'en changer la forme. C'est une pratique millénaire dans de nombreuses cultures du globe. Mais pourquoi allonger les têtes de leurs enfants? D'après les partisans de la théorie des anciens astronautes, la déformation du crâne est due au fait que les humains primitifs voulaient ressembler le plus possible aux visiteurs extraterrestres. Selon le chercheur Brian Foerster, ancien directeur du musée d'histoire de Paracas, ces déformations ne sont qu'une des nombreuses anomalies observées sur ces crânes. Environ 5% des crânes allongés qui ont été trouvés à Paracas présentent des caractéristiques si particulières qu'il est impossible de croire que ce n'est dû qu'à une simple déformation volontaire du crâne. Non seulement ils sont allongés à la verticale, mais les orbites oculaires sont beaucoup plus grandes que la normale. Ces crânes présentent 2 trous à l'arrière. On les appelle les foramen. Les artères et les nerfs passent à travers ces trous, et ils ne devraient pas être là. Et les mâchoires de ces crânes sont très robustes. Parmi les plus imposants, certains sont plus lourds de 60% que les crânes humains normaux. Et ils ont une capacité crânienne 2,5 fois plus grande que la moyenne. Si ces crânes allongés ne sont pas le résultat de la coutume de déformation crânienne, alors qui ou que sont ces mystérieux êtres? En 2014, un test ADN effectué sur le crâne numéro 44 de Paracas dévoile des résultats surprenants. Des tests ADN ont été effectués et les résultats, d'après les généticiens, sont incroyables.
Certains segments de l'ADN ne correspondent à rien d'humain. D'après moi, cela signifie que ce crâne de Paracas pourrait faire partie d'une ancienne lignée liée à l'Homo sapiens, mais pas à l'Homo sapiens lui-même. Quand vous tombez sur une telle preuve archéologique, vous avez une preuve ADN irréfutable que les extraterrestres ont foulé notre planète en même temps que nous. Je pense que ce que nous avons là, ce sont les ossements des professeurs qui ont visité l'humanité dans un passé très lointain. Ce crâne, ainsi que les crânes similaires retrouvés au sud du Pérou, pourraient-ils ne pas provenir d'humains? Les scientifiques continuent de nier cette éventualité. Mais nous avons la preuve que sur notre planète ont vécu d'autres espèces possédant une intelligence égale, voire supérieure à celle des humains. Gibraltar, 1er septembre 2014. Dans les grottes de Goram, au bord de la Méditerranée, des anthropologues annoncent une découverte susceptible de modifier notre compréhension de l'histoire humaine. Des gravures préhistoriques vieilles de 39 000 ans ont été découvertes sur une paroi de la grotte. C'est le premier témoignage d'art rupestre créé, non par nos ancêtres, mais par une autre espèce intelligente, les Néandertaliens. Avant cette découverte, il était généralement admis que seuls les humains anatomiquement modernes avaient cette capacité. Peindre dans les grottes et sculpter étaient des activités résolument modernes. Le site de Gibraltar indique clairement que les Néandertaliens étaient capables de produire des représentations symboliques. Comme les humains, les Néandertaliens seraient une évolution de l'Homo erectus. Mais contrairement à la croyance populaire, ils ne sont pas nos ancêtres. Ils font partie d'une espèce différente, qui aurait vécu en même temps que les premiers hommes. De plus en plus de preuves suggèrent que les Néandertaliens étaient des êtres sociaux, capables de représentations symboliques, et peut-être bien plus intelligents que nous l'étions à l'époque. De nombreuses découvertes s'accumulent nous prouvant que les Néandertaliens utilisaient des outils peut-être d'une manière différente de la nôtre, mais nous avons trouvé des tombes où des fleurs avaient été enterrées, et ils aimaient leurs enfants comme nous aimons les nôtres. La technologie qu'ils ont créée et dont ils disposaient n'a été découverte que très récemment. Les études ADN montrent que les Néandertaliens ont vécu parmi les humains modernes pendant des milliers d'années. Et les deux espèces se seraient même mélangées avant que Néandertal ne disparaisse. Ces deux espèces n'étaient d'ailleurs pas les uniques espèces intelligentes de la préhistoire. En 2003, des scientifiques découvrent l'homme de Flores sur les îles indonésiennes. Et en 2008, l'hominidé de Denisova est découvert au sud de la Sibérie. Le plus intriguant à propos de ces découvertes, c'est que les séquençages ADN suggèrent que ces espèces sont distinctes de l'homme de Néandertal, mais aussi des humains modernes. Cela signifie qu'il y a 40 000 ans, au moins 3 différentes formes de vie humaine vivaient sur la planète Terre. Il y a forcément des lignées humaines inconnues, que ce soit au niveau de l'espèce ou de la variété. Je suis sûr que les paléontologues d'aujourd'hui et de demain découvriront encore de nombreuses nouvelles espèces. Nous sommes dans une situation digne du Seigneur des Anneaux. Plusieurs populations d'hominidés ont coexisté sur la planète à la même époque. Grâce aux études sur les hominidés de Denisova, on sait qu'ils ont dans leur ADN des traces d'une espèce qu'on n'a jamais vue auparavant sur Terre. Nous ne savons pas d'où elle pourrait provenir et nous ne savons pas qui étaient ces gens. C'est le mystère complet. L'homme de Néandertal et les anciens hominidés possédaient-ils des aptitudes égales, voire supérieures à celles de nos ancêtres? Si la science n'a découvert ces espèces que très récemment, alors quelles autres espèces intelligentes ont pu vivre sur Terre il y a des milliers d'années?
Les humains ont peut-être partagé la Terre avec des espèces non originaires de notre planète et se sont peut-être même reproduits avec. D'après les adeptes de la théorie des anciens astronautes, il y a d'autres renseignements à tirer du crâne numéro 44 de Paracas, grâce à leur reconstitution faciale. New York, 27 mars 2015. Brian Foerster demande à l'artiste Marcia Moore de l'aider à examiner le crâne numéro 44 de Paracas d'une nouvelle manière. En s'appuyant sur ses compétences dans le domaine de la reconstitution faciale en 3 dimensions, Marcia va ramener ce crâne à la vie en le scannant dans son ordinateur et en reconstituant le visage digitalement. La première étape, c'est d'obtenir un visuel. Nous allons pour cela scanner ce crâne au laser afin d'en obtenir un modèle en 3 dimensions. Nous obtiendrons ainsi une reconstitution très précise. C'est très surprenant, vous allez voir. Si vous voulez bien reprendre le crâne, voilà, sur l'ordinateur, nous avons le modèle du crâne avec tous ces petits points repérés par le laser. Et je crois que nous avons là une reproduction assez précise de votre crâne. C'est génial! Après avoir analysé la structure osseuse, Marcia commence à poser des couches virtuelles de muscles et de peau, afin de reconstituer l'anatomie faciale du crâne de Paracas. On voit grâce au crâne que les joues étaient proéminentes, le menton également. Au niveau des yeux, les orbites sont plus grandes. C'est toujours difficile à reconstituer. J'ajoute de la longueur au cou. Je pense qu'un tel crâne devait avoir un cou conséquent. J'en ai ajouté un peu par ici. Ça m'a l'air pas mal. En se basant sur la forme du crâne, Marcia sait approximativement où ajouter de la peau et du muscle, jusqu'à ce qu'un visage apparaisse. C'est remarquable. Merci. Nous allons peaufiner les détails. On s'occupe des joues, de la mâchoire, des yeux. Voici votre reconstitution et une interprétation de ce à quoi cette personne aurait pu ressembler. Le voilà. Vous avez ramené un crâne vieux de plus de 2000 ans à la vie, répondu à certaines questions qui me font m'en poser d'autres. J'imagine. L'interprétation de Marcia m'intrigue, parce que l'image qui en est ressortie est bien différente du type de visage que l'on retrouve sur les côtes péruviennes de nos jours. La culture Paracas a disparu depuis 2000 ans. Ils n'ont laissé aucun descendant, ni tradition orale ou documentation écrite. Nous n'avons donc aucune idée de qui ils étaient et d'où ils venaient. Après avoir vu la reconstitution de Marcia, je pense qu'il est possible que des êtres originaires d'autres régions de notre univers soient venus sur notre planète et qu'ils se soient accouplés avec les espèces présentes ici-bas. Ce crâne provient d'une sous-espèce de l'humanité. Ce crâne serait-il celui d'un hybride mi-humain, mi-extraterrestre? Ou alors, comme le suggèrent les néo-évéméristes, ce crâne numéro 44 de Paracas serait-il celui d'une créature venue d'une autre planète? J'ai vu ces crânes de près. Je les ai examinés. Et j'ai tout de suite compris le bien fondé de ces théories. Parce que si vous les comparez à des crânes artificiellement déformés, vous voyez une différence claire et nette entre les deux. Ça ne fait aucun doute. Je pense que ce sont les crânes des extraterrestres eux-mêmes. Le crâne numéro 44 de Paracas est-il la preuve qu'une autre espèce, peut-être extraterrestre, aurait vécu parmi les humains dans le passé? D'après les partisans de la théorie des anciens astronautes, la reconstitution faciale du crâne de Paracas ressemble étrangement à un ancien grand monarque dont on dit qu'il serait venu des étoiles. Le pharaon égyptien Akhenaton. Il a de grands yeux, une tête allongée, et il ressemble étrangement à Akhenaton, ou sa descendance, qui avait des têtes très allongées.
Akhénaton a régné au XIVe siècle avant notre ère et était considéré comme un pharaon hérétique, car il a bouleversé la religion polythéiste de l'Égypte antique. Il déclare alors l'existence d'un seul dieu, Aton, un dieu qu'il a décrit comme étant un disque dans le ciel. Akhénaton était obsédé par ce disque solaire d'Aton. Certains pensent que ce disque était simplement le soleil, mais la manière dont ce disque est représenté n'a rien à voir avec la manière dont les Égyptiens représentaient le soleil auparavant. Ce qui m'amène à penser que le disque d'Aton était un genre de soucoupe volante. Quand on voit le culte que vouait Akhénaton à Aton, on en vient à se demander s'il n'était pas lui-même un extraterrestre. Il ressemble beaucoup au gris, je trouve. Le règne d'Akhénaton a également apporté son lot de bouleversements artistiques, passant de portraits idéalisés à un rendu bien plus réaliste, ce qui ne fait qu'ajouter aux spéculations concernant le pharaon et sa famille. On a de nombreuses représentations à disposition sur les murs des temples, mais aussi des sculptures de granit, que ce soit d'Akhénaton, de son épouse Néfertiti, de leur fille Méritaton, et même de Toutankhamon, le fils d'Akhénaton. Ces bustes dont nous disposons montrent des crânes allongés. Sur les statues, on voit que leurs cages thoraciques sont très étroites, et la distance entre le cou et la taille est bien plus longue que sur un humain typique. Regardez ce buste en granit de Méritaton. Son crâne est incroyablement allongé vers l'arrière. Elle n'a pas de cheveux. Et d'après vous, la personne qui a fait cette sculpture a fait une erreur? Une sculpture ratée aurait été détruite sur le champ. Il a sculpté Méritaton telle qu'elle était. La reconstitution faciale du crâne numéro 44 de Paracas est-elle le visage d'un ancien astronaute? Ces étranges similitudes avec le pharaon égyptien Akhénaton nous apportent-elles la preuve que la Terre a été visitée par des extraterrestres? D'après les adeptes de la théorie des anciens astronautes, la réponse est oui. Et d'autres preuves d'une présence extraterrestre sur Terre peuvent être trouvées dans l'humanité elle-même. Houston, Texas, 2010. Les médecins de l'Institut du cœur du Texas examinent un homme de 59 ans se plaignant de douleurs à la poitrine et font une découverte étonnante. Le cœur du patient est composé de 3 chambres, comme celui des reptiles. Les chercheurs attribuent cette anomalie à un phénomène évolutionnaire appelé atavisme, c'est-à-dire que des caractéristiques d'un lointain ancêtre réapparaissent dans un organisme moderne. Pour comprendre, nous étions tout d'abord des poissons, qui ont des cœurs composés de 2 chambres. Une fois sur Terre, nous ressemblions plus à des reptiles avec des cœurs à 3 chambres. Et ensuite, un cœur à 4 chambres, en devenant des mammifères, puis des humains. Au moment du développement, la même séquence d'évolution est rejouée au niveau embryonnaire. S'il y a un défaut sur l'embryon, il pourrait persister. Et cet homme avait un cœur qui ressemblait à celui de nos ancêtres lointains, les reptiles. La découverte d'un humain doté d'un cœur de reptile est incroyablement rare, mais d'autres malformations génétiques suggérant un lien avec les reptiles ont été rapportées. Depuis le 19e siècle, plus de 100 cas de membres caudaux sur des humains ont été signalés dans les rapports médicaux. Les gens atteints d'ichthyose ont la peau sèche et recouverte de squames ressemblant à des écailles. Et les gens atteints de syndactylie et d'ectrodactylie ont les doigts accolés, formant un genre de pince. Mais si de telles malformations anatomiques sont un lien vers nos ancêtres, comme le suggèrent certains scientifiques, est-il possible que ce ne soient pas des traces de l'étape reptilienne dans le développement humain, mais plutôt une preuve de croisement passé entre extraterrestres reptiliens et humains? Les adeptes de la théorie des anciens astronautes sont persuadés que oui, et d'après eux, d'autres indices se trouvent du côté des mythes concernant le premier empereur de Chine, Fuxi.
Fuxi est un mythique chef chinois. C'est lui qui donne naissance aux êtres humains. Il a vu le jour en même temps que sa sœur Nuwa. C'étaient des humanoïdes, dans le sens où le haut de leur corps était des bustes d'êtres humains, mais le reste de leur corps était ceux de serpents. Ils sont toujours représentés avec des queues de serpents entrelacées. Des histoires similaires d'humanoïdes reptiliens existent dans bien d'autres cultures du globe. Au Japon, en Grèce et en Amérique du Sud. Nous disposons même de magnifiques représentations de ces créatures fantastiques. Est-il possible que ces créatures soient extraterrestres? Franchement, pour moi, c'est plus que probable. D'autres anomalies inhabituelles rappellent la description d'êtres divins dans les textes anciens. Des millions d'enfants naissent avec des taches bleues, qu'on appelle taches mongoloïdes. Elles rappellent instantanément les divinités indiennes et égyptiennes de couleur bleue. Il existe également de nombreux cas de gigantisme dans l'histoire, qui rappellent étrangement les Néphilim, les descendants hybrides d'humains et d'anges déchus. En nous se trouve l'histoire de l'humanité. Nous portons des traces des espèces à partir desquelles nous nous sommes développés. Les reptiles, les poissons, etc. Si l'on songe à des croisements avec des extraterrestres, alors nous portons forcément de l'ADN extraterrestre en nous. Nous savons aujourd'hui que notre ADN contient beaucoup d'éléments que nous ne comprenons toujours pas. Lorsque nous voyons des anomalies génétiques ou physiques sur des enfants, ça pourrait ne pas en être. Ça pourrait être un gène extraterrestre qui refait surface. Comme avec les Néandertaliens, les premiers hommes se sont-ils reproduits avec les extraterrestres il y a des milliers d'années? Ont-ils laissé des preuves génétiques confirmant cette hypothèse dans notre ADN? Les partisans de la théorie des anciens astronautes sont convaincus que oui, et suggèrent même que la Terre n'a pas été occupée par une seule race d'extraterrestres, mais plusieurs. Virginie occidentale, septembre 1952. Plusieurs témoins rapportent avoir vu une étrange boule de lumière traverser le ciel en pleine nuit et atterrir dans des bois voisins. Ceux qui sont allés explorer le site disent avoir vu une créature de 3 mètres ressemblant à un oiseau aux yeux rouges lumineux. Ils décrivent une énorme créature de type humanoïde qui surgit de nulle part. Elle fait 3 mètres, a des yeux lumineux qui font des étincelles et la créature s'illumine violemment. Sa tête avait une forme de mitre, un peu comme l'as de pique dans un jeu de cartes. Les témoins sont formels. La créature ainsi que son appareil étaient réels. Et cet appareil était lié aux étranges lumières et clignotements rouges qu'ils avaient précédemment vus dans le ciel. Curieusement, la mythologie des Amérindiens décrit un être mi-oiseau, mi-humain assez similaire et qui aurait partagé la planète avec l'humanité il y a des milliers d'années. Dans la mythologie apache, il existe une figure démoniaque appelée l'homme hibou, qui vous pétrifiait de son regard. C'était une créature terrifiante, qui se montrait surtout de nuit, au moment où les hiboux chassent. C'est un thème commun à plusieurs mythologies amérindiennes. D'après elles, dans le passé, la Terre était peuplée de monstres effrayants, se présentant sous différentes formes. Et l'homme hibou en est un des plus fameux représentants. Les descriptions des hommes hiboux et autres créatures étranges dans les mythologies amérindiennes sont-elles le fruit de véritables rencontres? Les partisans de la théorie des anciens astronautes sont persuadés que oui.
et insiste sur le fait que des créatures similaires existent dans les mythologies des 4 coins du globe. Des dieux qui ressemblent non seulement à des oiseaux anthropomorphes, mais aussi à des reptiles, des insectes et des créatures des mers. Partout dans le monde, il existe des peintures, des sculptures, des gravures, des peintures rupestres de ces créatures étranges. On en trouve sur tous les continents. Et quand on les compare, elles présentent toutes de nombreuses similitudes. Je persiste à croire que ces sculptures et ces statues ne sont finalement pas des représentations des dieux tels qu'ils étaient imaginés, mais des représentations d'êtres réels. Nos ancêtres ont-ils rencontré ces formes de vie intelligentes il y a des milliers d'années? Et si oui, qu'étaient-elles? Cambridge, Massachusetts, février 2013. En analysant les données fournies par le télescope Kepler de la NASA, les astronomes du centre d'astrophysique Harvard-Smithsonian annoncent que 6% des étoiles naines rouges pourraient être entourées de planètes habitables comme la Terre. Les étoiles naines rouges brûlent plus longtemps que notre Soleil. La découverte laisse donc à penser que la vie sur ces planètes habitables pourrait être bien plus ancienne et différente de celle que nous connaissons sur notre planète. L'environnement joue un rôle essentiel sur la manière dont un organisme évolue. Vous imaginez donc que l'évolution sur une autre planète pourrait suivre les mêmes règles que sur la nôtre, mais aboutir à un produit final tout à fait différent. Donc, des créatures très différentes. Imaginons la vie sur une de ces planètes habitables, où l'intelligence sera le fruit de l'évolution. L'intelligence est la condition fondamentale à la survie et au développement d'une espèce. Mais cette espèce peut être reptile, quadrupède ou ressemblant à des mollusques. Les causes et le résultat final seront les mêmes, mais d'un point de vue anatomique, on aura des espèces complètement différentes. Il pourrait y avoir une myriade de formes de vie intelligentes à travers le cosmos. Quand nous examinons les témoignages mentionnant des êtres d'un autre monde ayant visité notre planète, ils présentent tous des caractéristiques différentes. Ils ont des têtes d'oiseaux, de chiens, la forme de reptiles. Il est possible que ce soit les formes communes sur leur planète, où ces espèces ont peut-être également coexisté avec d'autres espèces différentes. Est-il possible que des êtres intelligents ayant évolué différemment vivent ailleurs dans l'univers? Après tout, Néandertal, l'hominidé de Denisova et l'homme de Flores ont bien existé aux côtés de l'homme sur Terre. Si autant d'espèces existent, la Terre aurait-elle été visitée plus d'une fois par plus d'une race d'extraterrestres? Les partisans de la théorie des anciens astronautes pensent que la réponse ne se trouve pas seulement dans les descriptions antiques des êtres divins, mais dans des signalements d'OVNI qui sont encore rapportés de nos jours. Fort McDowell, Arizona, février 2015. Des milliers de personnes se rassemblent dans cette petite ville, au beau milieu du désert, à 30 km de Phoenix, pour assister au congrès international annuel d'ufologie. De nombreux spectateurs et intervenants partagent leur histoire d'enlèvement. Et les récits décrivent les extraterrestres sous de nombreuses formes physiques. Sur le terrain de l'ufologie, il existe de nombreuses descriptions d'extraterrestres. On a des humanoïdes ailés, comme l'homme papillon et l'homme chauve-souris de Houston. On a aussi ce qu'on appelle les insectoïdes, qui, comme leur nom l'indique, ressemblent à de grands insectes. Et nous avons les reptiliens, des reptiles bipèdes. Il est fort possible que ces créatures se soient adaptées et développées physiquement en fonction des conditions de vie sur leur planète d'origine. Je pense qu'il existe de nombreuses créatures intelligentes dans l'univers qui nous effraieraient. Notre environnement détermine ce à quoi nous allons ressembler. Je pense que la construction morphologique d'une espèce est le résultat de l'adaptation à son environnement. Si on observe les illustrations sumériennes, on voit des têtes d'oiseaux sur des corps humains musclés. Sur les représentations égyptiennes, nous avons des crânes allongés, à la peau très verte.
Il existe un lien évident entre les descriptions faites par les gens qui ont été enlevés par des extraterrestres et ces représentations. Ce sont les mêmes êtres. Ils ne sont jamais vraiment partis. Existe-t-il une connexion entre les étranges dieux représentés par les anciennes civilisations et les descriptions faites suite à des rencontres extraterrestres? Voyons-nous les mêmes créatures que celles représentées par nos ancêtres il y a des milliers d'années? Malgré les nombreux types d'extraterrestres recensés, les témoignages rapportent certaines similarités. Le MUFON, qui est le réseau mondial d'études des ovnis, est un des plus anciens centres de recherche extraterrestre au monde, et surtout un des plus respectés. Ces chercheurs étudient les signalements d'ovnis, et dans chaque signalement où les témoins ont vu des entités, elles sont décrites comme humanoïdes, soit 2 bras, 2 jambes, un corps et une tête. Quand on examine tous ces témoignages rapportant la venue d'extraterrestres sur notre planète, ils sont souvent décrits sous forme humanoïde. Il semblerait que la forme humaine soit assez universelle. Si une forme de vie intelligente était amenée à évoluer très différemment sur d'autres planètes, comme le suggèrent certains scientifiques, alors pourquoi tant de gens décrivent des extraterrestres aux caractéristiques si humaines? Peut-être qu'une civilisation pré-extraterrestre a planté ses graines dans l'univers. Parce qu'avec le temps, je constate que l'image de créatures à 2 bras, 2 jambes, un torse et une tête avec 2 yeux et une bouche est dominante dans les descriptions d'extraterrestres sur notre planète. Cela implique qu'il y a des bipèdes dans notre lignée. Qu'une créature marche sur 2 jambes, avec un visage d'insecte ou d'humain, peu importe. On a des créatures bipèdes qui viennent bien de quelque part. Vu le nombre de représentations de dieux humanoïdes, cela signifie d'après moi qu'il y a un ancêtre commun à toutes les formes de vie intelligente de l'univers. Et nous sommes peut-être sur le point de redécouvrir cet ancêtre commun. Y aurait-il une source commune à la vie intelligente dans l'univers? Une espèce originelle qui aurait implanté la vie sur différentes planètes. D'après les néo-évéméristes, la vérité ultime sur les origines de l'humanité se trouve dans l'étude de notre passé, mais également de notre futur. Juin 2013. Dans un article pour Forbes, l'artiste et chercheur Nicolai Lam propose une illustration du changement du visage humain au cours des 100 000 prochaines années. Aidé d'un biologiste et en prenant en compte les influences technologiques, environnementales et génétiques, il obtient des êtres aux boîtes crâniennes plus grandes, au front plus développé, aux grands yeux et à la peau plus foncée. Il est toujours compliqué de prédire le futur de l'Homo sapiens parce que notre environnement et notre quotidien changent constamment grâce à la technologie. Si on essaie de savoir à quoi nous ressemblerons dans 100 000 ans, la tâche est ardue parce que nous n'avons aucune idée des progrès qui nous attendent dans le futur. Le travail de Lam a été réfuté par certains scientifiques. Mais des anthropologues ont montré que l'humanité avait bien changé au cours des 200 000 dernières années. L'Homo sapiens a développé une ossature plus délicate, un plus petit visage et un menton plus pointu. Et de récentes études montrent que le corps humain continue de changer de manière significative. Au cours des 40 à 50 000 dernières années, la taille de nos dents s'est réduite drastiquement. Cette réduction est due à notre apprentissage de la cuisine et au développement de la poterie. Ces innovations culturelles ont changé notre régime alimentaire
ainsi que notre manière de manger, ce qui a mené à une réduction de la taille de nos mâchoires et de celle de nos dents. L'évolution de l'homme est difficile à évaluer. Mais un agrandissement de la taille du cerveau, donc de la boîte crânienne, est très envisageable. En 2012, des chercheurs de l'Université du Tennessee déclarent que la taille du crâne humain s'est énormément développée depuis ne serait-ce que la fin du 19e siècle. C'est une découverte incroyable. La taille moyenne du crâne a augmenté de 8 mm, ce qui est absolument énorme. L'augmentation du volume du cerveau a provoqué un agrandissement de la boîte crânienne de 200 cm3, ce qui correspond à la taille d'une balle de tennis. Nos mâchoires sont devenues plus longues et étroites. Bref, la taille de nos têtes grandit. Ça vous rappelle pas quelque chose ? D'après les partisans de la théorie des anciens astronautes, dans un futur lointain, les voyages dans l'espace nous feront ressembler aux grilles. Certains suggèrent que si les grilles ont ces corps qui semblent atrophiés, c'est parce qu'avec le temps, ils ont changé. Eux aussi avaient auparavant des muscles saillants. Mais puisqu'ils sont devenus des voyageurs de l'espace, leurs muscles se sont atrophiés. Quand vous voyagez dans l'espace, vous n'avez pas de gravité. Donc, certains muscles du corps ne sont pas utilisés et vous les perdez très rapidement. En plus de cela, les os commencent également à s'atrophier. Nous parlons de missions extrêmement longues dans l'espace. Par exemple, si des astronautes humains vont un jour sur Mars, voire plus loin, ils connaîtront forcément ces problèmes. Est-il possible que les grilles nous ressemblaient auparavant quand ils vivaient sur leur planète? Nous sommes alors sur la même voie qu'eux. Et d'après moi, nous leur ressemblerons très bientôt. Notre lignée est composée de créatures extraterrestres qui nous ressemblent. Cette lignée a peut-être vu le jour ailleurs, il y a des millions et des millions d'années. Les humains, et peut-être d'autres races extraterrestres, sont-ils des descendants des grilles? Ces voyageurs d'un autre monde auraient-ils pu générer la vie intelligente, non seulement sur Terre, mais partout dans l'univers? Et évolution aidant, est-ce que nous leur ressemblerons de plus en plus? Peut-être découvrirons-nous un jour que notre véritable destinée est de continuer leur mission et de les rejoindre un jour dans les étoiles.